Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire sur Archelios Pro avec notre intervenant Maxime Vanderham de la société Sarez. Euh, Ce webinaire va présenter quelques nouvelles fonctionnalités ainsi que son histoire à Maxime en tant que spécialiste en courant continu. On va encore patienter une petite minute pour que tout le monde arrive et puis on va démarrer. Merci de votre patience. Ok, bonjour. On a déjà beaucoup de monde. Bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous recevoir, y compris les noms que je reconnais comme à chaque webinaire. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Vanderham de la société Sarez pour parler de l'autoconsommation à l'ère du courant continu et de la mobilité électrique. C'est leur spécialité euh, et c'est un sujet assez complexe qu'on va aborder aujourd'hui. Bonjour Maxime. Bonjour tout le monde. Bonjour Karl. Alors aujourd'hui, du coup, on a notre format webinaire témoignage. Donc, si on avance, d'abord, on va présenter un peu le groupe Trace. Donc, bien sûr, je parle de la part de Trace Software aujourd'hui, un éditeur de logiciels et prestataire de services, notamment de formation. Donc, nous, on édite bien sûr Archelios Pro, dont on va parler aujourd'hui, Elecalc et d'autres solutions qu'on va voir dans un instant. Traceparts et BIM Co, juste en dessous, qui sont fournisseurs de contenu 2D, 3D et BIM. On a aussi notre bureau d'études Citelia Énergie, basé en Savoie, qui est spécialisé dans les énergies positives, le photovoltaïque euh, et quelques autres petits sujets. Et Trust Digital Services, qui est spécialisé en programmation informatique. Trace Software qui a du coup plus de 35 ans d'expérience. Depuis sa naissance en 1990, il a pu sortir de nombreux logiciels sur le dimensionnement électrique, notamment normatif, la conception des installations solaires et la gestion des énergies. Elecalc, du coup, à ses origines, Elecalc est un logiciel spécialisé dans le calcul et conception électrique de manière normative. Donc, c'est un logiciel qui traite de nombreuses normes, y compris la norme française, la VDE, British Standard, et, et comporte plusieurs versions du logiciel. Donc, le grid pour les larges installations, le BIM pour travailler dans un process BIM et l'IRVE pour le dimensionnement des bornes de recharge de véhicules électriques. Il peut gérer, bien sûr, le courant continu et alternatif. Il y a un module arc flash et un module schématique. On va voir ça plus avec comment Sarez l'utilise pour ses projets en courant continu tout à l'heure. Archelios, bien sûr, notre sujet du jour. Archelios Pro, qui est pour la conception et modélisation, simulation d'une installation photovoltaïque avec le calcul du productible, simulation de l'autoconsommation, l'étude de rentabilité, etc. Et qui envoie vers Archelios Calc à la fin de la conception pour procéder au dimensionnement électrique de manière normative euh, et contrôle ça pour les bureaux de contrôle et la validation du projet avant installation. Alors,
Pour la partie SARES, je laisse la main à Maxime. Merci Karl. Donc SARES, en fait, c'est un diminutif qui veut dire Société Architecture Réseau. C'est un bureau d'études qui a été créé en 93 dans la région lyonnaise et qui possède aussi une agence dans le Var depuis 99. Donc Société Architecture Réseau, en fait, l'ambition initiale, c'était d'être comme un architecte dans le bâtiment qui gère tous les corps d'État, mais dans les réseaux. Sur un projet de voirie où il y a des réseaux d'électricité, des réseaux de gaz, des réseaux de fibre optique et autres, et donc d'être avec une ingénierie transversale sur tous ces réseaux-là. Donc bien sûr, au début, le bureau d'études faisait que des réseaux classiques et s'est tourné vers les ENR et bien sûr l'éclairage qui est passé à la LED à la moitié des années 2010, puis les IRVE, notamment à la fin des années 2010, début d'année 2020. Et donc, ces réseaux-là sont gérés et manipulés au travers de trois métiers: bureau d'études pure, conception, maître d'œuvre. On retrouve de la conception, mais aussi de l'encadrement de chantier et du suivi de chantier jusqu'à la réception. Et ce qu'on appelle de l'AMO, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est plutôt de la gestion de contrats, de la gestion de marchés publics, avec possiblement des suivis de ces marchés-là. Et donc aujourd'hui, dans une tendance quand même où les réseaux électriques sont notamment tous réunis, on n'est plus trop sur une logique de silo avec des marchés séparés. C'est vrai que ce qui va nous amener au sujet du jour, le courant continu, c'est un des canaux, mais pas que. On se rend compte que depuis la production d'énergie jusqu'au consommateur final, soit des bornes de recharge ou des LED, il y a quand même des passerelles. Et c'est vrai que Trace a suivi aussi a suivi le mouvement en pouvant interconnecter tous les projets. Super. Comment est-ce que vous avez connu, Trace Software? Et ben, on a connu Trace par des webinaires notamment, par des confrères qui l'utilisaient. Donc, on avait commencé avec Archelios en version free, en version gratuite, Oui. pour s'initier puis pour tester le logiciel. Et donc, moi, historiquement, j'utilisais un logiciel depuis 2014 qui est ElecCalc EP. Donc, pour faire des calculs d'éclairage public, un logiciel qu'on a toujours. Donc, j'étais déjà versé dans la famille ElecCalc. Ensuite, on a pris Archelios Platinum, qui est extrêmement performant, qui évolue, on va le voir aussi aujourd'hui. Et on a ElecCalc tout court, avec le module IRVE et le module courant continu, bien sûr. OK, super. Pour la prise en main, d'Archelios en tant qu'expert, de l'électrique, est-ce que ça a été, plutôt facile? Oui, 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 puisque on a quand même une certaine ergonomie. Alors, le fait qu'il soit full web, ça aide énormément pour la gestion des projets. Donc ça, c'est vraiment un atout. On n'a pas de problématique de mise à jour ou des problématiques d'installation locale, Mmh. donc ça, c'est intéressant. Le logiciel reste ergonomique, mais il a aussi un langage technique qui est adapté. On retrouve bien les unités, on a des infobulles sur les survols, etc. Donc, finalement, même si on est débutant dans le logiciel, mais qu'on connaît le métier, on s'y retrouve aisément. OK, bah, super, ça me rassure. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de Du problème. coup, dans les cas de figure de votre travail, je pense qu'il y a, de nombreux sujets qu'il faut, manier aujourd'hui avec, les C'est ça. normes, un peu dans tous les sens. C'est ça Oui, le sujet principal qu'on va aborder aujourd'hui. C'est très compliqué de s'y retrouver. Est-ce qu'on peut voir, quelques cas de figure, oui, de votre travail? bien sûr. Je procède, directement à ce diapo-là. Quels Oui. sont les enjeux et les contraintes, qu'on connaît aujourd'hui? Alors, on a en photovoltaïque, on va dire, sans être exhaustif, qu'on a trois univers principaux. On a les champs au sol, on a les toitures, bien entendu, puis on a les ombrières de parking ou les ombrières d'espace public. Ici, le cas d'usage, il est plutôt sur une ombrière. Sur un parking lambda, on va retrouver déjà des servitudes existantes. On va retrouver bien sûr des réseaux d'eau qui peuvent parfois nous empêcher dans les fondations ou qui sont quand même importants pour faire la reconnexion notamment à ces servitudes existantes. On va retrouver des réseaux secs déjà existants, dont un qui est l'éclairage, éclairage qui sera très souvent supprimé en candélabre et réintégré sous les ombrières. Donc ça déjà, ça pose un peu le contexte, c'est que aujourd'hui, on fait de l'éclairage à LED, ça fait déjà bien plus de 10 ans et l'éclairage à LED s'alimente en courant continu, bien entendu, les LED s'alimentent en courant continu, on va produire en courant continu, donc on se dit que finalement on a déjà on a le bout du tunnel et la fin du tunnel qu'il faudrait connecter.
Et puis aujourd'hui, de par la loi qui nous pousse aussi, les réglementations, à faire à la fois de la couverture PV, mais aussi de la couverture IRVE, il ne faut pas l'oublier, de par des Mmh. lois existantes en fonction des typologies de parking. Là aussi, on peut avoir un récepteur final à courant continu, un véhicule, et puis on a une production qui est à courant continu aussi. Et ça fait partie d'une des demandes en projet Embrière, c'est d'intégrer des IRVE, qu'elles soient alimentées classiquement par un retour alternatif ou directement en courant continu, même si c'est très rare aujourd'hui en France. On a des consommateurs, des usagers qui sont aussi à courant continu. Le parking qui peut être lambda, c'est-à-dire pas forcément connecté à un bâtiment, ou alors il est connecté à un bâtiment qui a un profil d'autoconsommation qui est parfois pas la panacée, un bâtiment public qui va être un sous-consommateur parce que il peut être ouvert que la nuit, ouvert à des moments où il n'est pas forcément bien interfacé avec la production. Et donc, c'est vrai que augmenter la consommation, mais tout en l'effaçant, c'est ce que permet aussi Archelios de faire. On va le voir un petit peu plus tard. OK, super. Est-ce qu'il y a un client type, pour, ce type de projet? Oh, on va être souvent sur des parkings d'espace public. Donc, on va être en marché OK. avec des collectivités ou des représentants de collectivités, syndicats d'énergie, communautés d'agglo, communautés de communes. Ou alors, ça peut être aussi des parkings d'entreprises, hein, puisque la loi rayonne, la loi APER, qu'on verra un petit peu après, rayonne de partout, que ce soit dans l'espace public. Alors, après, il y a des catégories de bâtiments, il y a les usages des bâtiments qui vont rentrer en compte et autres, hein, mais on est finalement sur un discours qui va aussi bien séduire un propriétaire privé ou une collectivité. Mmh. OK, et pour la valorisation du projet, pour la vente de l'électricité, est-ce qu'on est toujours sur, un format d'autoconsommation plus revente ou comment est-ce que ça se répartit? Bah là, la donne a pas mal changé puisque auparavant, la vente de surplus, alors j'aime pas trop parler de revente parce que ça veut Mmh. dire qu'on a vendu une première fois, mais je sais que les puristes parlent de vente de En surplus. effet. Voilà. Donc aujourd'hui, la donne a un petit peu changé, à savoir que le surplus, c'est plus trop ce que c'était. Voilà, de manière, assez directe. Alors, il y a des nuances, bien sûr, il y a des échelonnements par des dates dans les lois et cetera, mais c'est plus trop la panacée. Et dans le point de retour économique, l'autoconsommation a largement pris le dessus, bien entendu, qu'elle soit individuelle, voire collective. Mais c'est plus trop le schéma d'usage. Il peut être aussi toujours conforme sur des cas, hein, bien sûr, mais la donne a changé. La donne a Mmh. changé par rapport à la vente de surplus. Oui, et donc, quel est, bah, Maxime, on se connaît, quel est ton conseil pour tout le monde, pour mieux valoriser le projet aujourd'hui en sachant que, bah, le tarif d'achat, il n'est pas aussi, favorable aujourd'hui? C'est ça. Est-ce qu'il y a Alors une manière de répondre à ça? oui, ben, on va pousser bien sûr sur l'ACI, on peut pousser sur l'ACC. Donc je sais que vous Mmh. vous orientez aussi vers un peu un Archelios spécial ACC avec un module dédié à l'autoconsommation collective. Donc on va essayer de fédérer des consommateurs ensemble ou des producteurs, hein, bien sûr. Bon après, il faut effectivement que les rythmes de production et de consommation s'interfacent bien. Donc ça, c'est toute la finesse des logiciels qu'on peut avoir en se connectant au compteur, hein, ce qui est vraiment intéressant et hyper réaliste. Sinon, sur un site isolé avec un bâtiment qui n'est pas un autoconsommateur idéal, on va dire, ou un profil qui n'est pas forcément adapté, on va essayer de greffer des édicules, des objets, des consommateurs, peu importe qu'ils soient réguliers. On va bien sûr passer par du stockage intermédiaire, donc ce qui est aussi une autre brique qui va se rajouter, que Archelios l'incorpore, mais c'est aussi un nouveau sujet. Donc aujourd'hui, le but, c'est de faire plutôt de la perspective. On est économiquement sur des choses nouvelles aussi, donc on est sur des expériences, sur des balbutiements, mais on peut, par exemple, pour une entreprise, on peut consommer plus, mais que ce soit intégralement, presque intégralement effacé par une Mmh. production dont on ne sait que faire aussi, puisque les usages dans les bâtiments ont changé. Donc, on a parfois des profils de bâtiments qui sont pas des, c'est pas que c'est des mauvais bâtiments, mais on a des profils d'autoconsommation individuelle qui sont pas forcément les meilleurs et on peut acquérir plusieurs IRVE, plusieurs véhicules électriques. Là aussi, on est poussé à s'électrifier de par le commerce ou de par la loi, ça dépend de la tranche des entreprises, mais on peut aller chercher des consommateurs finaux qu'on va greffer sous nos installations de production et on va être vertueux.
OK, bah, c'est un très bon conseil et très à jour avec, tout ce qui se passe aujourd'hui. Je reviens sur les acronymes aussi. En effet, aujourd'hui, on va rencontrer beaucoup d'acronymes. Oui, ACC, pour information, pour tout le monde, c'est autoconsommation collective, et ACI, c'est autoconsommation individuelle, donc le fait de consommer c'est sa ça. propre production d'électricité. Juste pour être clair, j'ai vu la première question, et je me Oui, dis: oui, faut qu'on mette ça au clair. Allez, bien sûr. on continue. Donc, dans ces cas de figure, il y a plusieurs lois qui se croisent C'est et qui ça. ont chacune des obligations différentes. Oui. Ça doit être très compliqué pour s'y retrouver. Maxime, aide-nous à comprendre ce qui se passe. Alors, pour la partie, photovoltaïque, il y a une loi qui est extrêmement connue chez les praticiens qui s'appelle APER. Donc, basiquement, cette loi, sans rentrer bien sûr dans le détail et dans le sous-détail parce qu'elle est très complexe, elle évolue quasiment tous les jours aussi. C'est une loi qui disait, ben, vous avez des sites, heu, par exemple des parkings, qui sont annexés ou pas à des bâtiments, ça dépend de la taille du parking, ça dépend de plein de caractéristiques, mais la loi en synthèse disait, ben, il va falloir remplir le parking par de la surface ENR, majoritairement PV bien sûr, photovoltaïque, avec un cap qui était très connu, qui est de 50%. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire basiquement, hein, vraiment basiquement, on peut avoir un parking de X mètres carrés, il fallait la moitié de mètres carrés en couverture solaire. Cette loi, elle a évolué, elle ne cesse d'évoluer. On a eu un amendement assez récent qui date de début mai, qui vient nuancer, voire rendre facultatif cette fameuse obligation de 50%. Donc, grosso modo, là où il fallait a priori 50% de surface PV, on peut être sur 50% d'arbres à large canopée pour l'ombrage. On peut être sur un mixte aussi des deux solutions. Donc, ce qui était obligatoire à l'époque devient facultatif, mais il y a toujours des obligations qui vont rester. Donc, on ne va pas relire la loi parce qu'elle est relativement costaude, mais on a un remplissage PV à faire. Idem sur les toitures aussi, on a d'autres référentiels hein, qui vont rentrer en compte. On a le code de la construction, l'urbanisme, etc. Mais première loi qui est assez connue, on doit faire du remplissage PV. Bon, c'est pour ça que j'ai mis aussi volontaire et ou réglementaire, parce que ce qui était réglementaire obligatoire à l'époque est devenu volontaire. Ça reviendra peut-être obligatoire, ça bouge. Vous savez qu'il y a beaucoup d'associations et de porte-parole dans le métier, heureusement, qui défendent aussi le photovoltaïque, sans être non plus sur une volonté de massifier le photovoltaïque à tout prix, mais dans l'idée qu'il soit aussi utilisé de manière rationnelle. La deuxième loi, c'est la loi LOM, loi d'orientation sur les mobilités. Là aussi, loi assez complexe qui, en synthèse, encore une fois, je ne suis pas là pour réciter la loi, qui va nous dire, ben, vous avez des parkings qui peuvent être annexés à des bâtiments, des parkings d'entreprises privées, des parkings de collectivités, qui va nous dire, vous devez les équiper en IRVE. Donc IRVE, c'est infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Grosso modo, c'est de mettre des bornes, même si le terme n'est pas tout à fait raccord avec IRVE, mais c'est de mettre des systèmes pour que les véhicules puissent se recharger. En l'occurrence ici, on est sur un parking avec un certain nombre de mètres carrés, un certain nombre de places. On raisonne plutôt à la place dans la loi LOM. Et sur ces places, il va falloir équiper des bancs. Voilà. La logique dans le bâtiment, c'est de donner un nombre de kVA, c'est-à-dire donner une puissance nécessaire. Là où plutôt sur les parkings publics, alors c'est pas tout à fait juste ce que je dis, j'arrondis les angles encore pour le webinaire, mais il va falloir équiper un certain nombre de places en IRVE. On va couvrir en structure ombrière, donc avec de la production d'essai, et en dessous, on va mettre des bancs. On a aussi de l'éclairage qui va se reconfigurer, donc l'éclairage n'est pas obligatoire stricto sensu. On va le reconfigurer photométriquement, donc typiquement avec des réglettes LED sous les ombrières ou même des projecteurs qu'on va trouver sous ombrière ou en extrémité d'ombrière. Parking éclairé avant, parking éclairé demain. Voilà. Ensuite, le gestionnaire va fixer le niveau d'éclairement qu'il veut. Mais on a quand même un consommateur électrique. Le schéma classique, c'est de se dire on les réalimente par le réseau AC, donc réseau alternatif, comme on a toujours fait finalement. Ou alors, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est une mise en perspective. On peut tout réunir en aval de la production d'essai, moyennant des systèmes certes coûteux, mais beaucoup plus vertueux électriquement. Mais on a aussi ces servitudes à rajouter pour les IRVE ou à reprendre, à reconfigurer concernant l'éclairage. Mais c'est la combinaison notamment de deux lois
et d'un éclairage qui est très souvent existant sur les parkings, qui nous amène déjà à dimensionner les projets de manière, parfois assez complexe, effectivement. OK. Ça a l'air très contraignant et franchement assez cher pour un propriétaire de parking. Est-ce que ces projets sont rentables dans le long terme? Je ne sais pas quelle est le durée, la durée, anticipée ou de calcul d'un projet et avec, toutes ces contraintes, est-ce que le propriétaire finalement il est obligé de débourser quelque chose? Ou est-ce que c'est une opportunité plutôt? Bah, en fait, quand vous raisonnez, à la fois en investissement et plutôt en fonctionnement, au niveau, Mmh. économie du quotidien, les investissements photovoltaïques sont quand même assez conséquents. C'est vrai qu'on est sur des ratios qui sont publiés régulièrement. C'est pas des coûts neutres, hein, effectivement, mais là où la question, je fais sens avec ce que tu as posé, Karl, la vente de surplus, c'est-à-dire le PV, comment dire? Le PV plutôt en version financière, plutôt rendement, n'est pas forcément c'est ma vision, sans peut-être qu'elle est juste, peut-être qu'elle est fausse, mais c'est perso, sur des projets un petit peu cousu main, sur des petites ombrières. On n'est pas sur des grands champs de production massive, donc on est plutôt sur un rattachement obligatoire à des Mmh. consommateurs. Ça va être bien sûr le bâtiment, qu'il soit privé ou public. On va voir son profil, voilà. Parfois, c'est adapté, pas adapté. On a beaucoup de surprises quand on se connecte au compteur, effectivement. Et puis, on va intégrer des nouveaux consommateurs. Les LED, c'est marginal. C'est marginal. Bon, bien sûr, on éclaire la nuit, donc ça va nécessiter de revoir un petit peu les choses. Les IRVE, ça a beaucoup de sens puisque aujourd'hui, les entreprises sont poussées à s'électrifier en fonction de leur taille et suivant la loi. Est-ce que ça va rester, être poussé? Mais bref, il y a quand même une obligation qui est sous-jacente pour les entreprises privées. Les collectivités doivent s'électrifier aussi, certainement d'autres lois et de référentiels par rapport à ça, mais il faut rajouter des consommateurs. Je lisais il y a pas très longtemps aussi, dans l'actualité, on parle beaucoup des climatiseurs, par exemple, où en France, on est peut-être sous-climatisé. Alors, c'est subjectif, sous-climatisé, surclimatisé. Il y a tout un débat autour de ça, mais c'est un nouveau consommateur qui va trouver son pic plutôt en milieu de journée. Donc, c'est vrai que ça peut coïncider plutôt pas mal avec une prod PV, mais ça peut faire partie de nouveaux usages et je lisais ça récemment dans les débats. Mais aujourd'hui, si on veut avoir une logique de temps de retour, hein, ce que calcule Archelios, un Bien temps de sûr. retour qui soit sérieux et viable, c'est pas une opération miraculeuse, hein, bien entendu, mais il faut intégrer des nouveaux consommateurs. Voilà. Et puis il y a le volet collectif aussi, qui permet d'avoir un gisement, une production ou plusieurs producteurs et de fédérer plusieurs consommateurs qui peuvent être des petits consommateurs isolés et on peut les fédérer pour améliorer bien sûr tous les taux. OK. Bah, heureusement que Sarez, est équipé avec tous les outils nécessaires, pour calculer, pour optimiser, pour étudier ces projets. J'avance. Du coup, sur le parking classique, le constat, Oui. tu avais commencé à décrire ici. C'est ça. Alors, ici, par exemple, dans un exemple qui est issu de la réalité, mais la perspective de stockage est purement fictive, hein. Heu, c'était, heu, c'était un bâtiment public qui est ouvert, une salle de concert, une salle de spectacle, qui est majoritairement utilisée, bien sûr, en soirée et la nuit. Il y a une consommation résiduelle le jour, qu'on appelle le talon, généralement. C'est, un niveau en dessous duquel on ne descend jamais, qui constitue vraiment le socle de base de la consommation. Ici, il est de 16, donc un taux d'autoconsommation, de 16. C'est pas du tout la panacée. C'est-à-dire que là, on est peut-être, par rapport à ta question, Karl, en train de faire trop de PV et on a un seul consommateur unique, un bâtiment qui est pas propice. Voilà, Mmh. très peu propice parce que les rares fois où il est utilisé en journée, c'est très peu. Il y a un peu de restauration collective sur site, donc mais en tout cas, c'est irrégulier et c'est pas très propice et ça s'illustre, assez basiquement par le graphique qu'on a en dessous, alors là, on est sur une échelle d'une année. Donc vous pouvez aussi dans Archelios, on le verra tout à l'heure, cocher et décocher, mais vous avez pas le bâtiment qui est très propice à faire un PV, très, très sympa. Pour Et autant pour être ça clair dans le pardon? excuse-moi Maxime, donc pour être clair dans le visuel là, sur la partie à droite, on a des Oui, lignes, oranges qui, identifient, la production sur l'année. tout à fait. Donc on voit bien que la courbe montre que ça produit, bien l'été, mais Oui, la partie, avec, les lignes vertes en dessous, oui. ça c'est la consommation. Donc il y a une grosse différence entre les 2, c'est ça?
c'est ça. Et en fait, encore derrière, on la distingue à peine, c'est en pourpre, c'est les besoins. Besoin du bâtiment. Donc, on aura quasiment une ligne assez continue aux alentours de 10-15%. On a un petit talon régulier parce qu'il y a des consommations électriques récurrentes dans le bâtiment. Mais on voit que c'est peut-être trop de PV. Pour autant, ce qui est aussi intéressant pour les praticiens, c'est qu'on est bloqué par cette fameuse loi qui pousse à faire du PV, mais qui dit aussi, si vous en faites, c'est 50%. Donc là, on est un petit peu dans un duel où on va se dire, bah tiens, il y a un grand parking, donc 50% de ce grand parking, ça fait beaucoup de panneaux, ça fait quand même une belle production. Donc on la calcule dans Archelios, bien sûr, comme on le fait classiquement, bien orienté, bien ondulé, bien câblé, tout ce qu'on sait faire, etc. Donc là-dessus, on regarde un peu les masques, pour autant qu'il n'y a pas de masque, etc. On est plutôt pas mal. Et on va se retrouver avec une 50% de ces fameux parkings, très gros gisements de production PV. On peut parler d'autoconsommation collective, mais c'est plutôt un cran numéro 2. Mais en tout cas, sur notre petit site isolé, on a un bâtiment qui sous-consomme. Qu'est-ce qu'on va faire du surplus? Donc le surplus, il est c'est ce que vous avez à gauche qui s'appelle surproduction. Donc là, on a 222 000 kWh, ce qui est quand même assez colossal. En tout cas, bien plus que l'autoconsommation du site, hein, qui est à 42 000 kWh. Est-ce qu'on va le vendre? Ben oui et non, parce que on va regarder combien ça coûte de produire, combien ça coûte de vendre. Hein, il ne faut pas vendre à perte, son courant aussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins valorisé qu'à l'époque, clairement. Donc, on va chercher à augmenter la consommation. C'est pas un gros mot, c'est-à-dire qu'on va augmenter la consommation, mais tout en l'effaçant derrière notre gisement. Alors, on ne pourra pas l'utiliser jusqu'au dernier kilowattheure près, bien sûr, mais on va essayer de mieux consommer par effacement, rajouter des édicules, mais qui vont être effacés par tout ce qu'on a un petit peu derrière la courbe de production. Alors attention, la courbe de production, elle paraît gigantesque par rapport à l'autoconsommation, mais il y a des notions d'horaire, des notions de saison. Nos consommateurs vont consommer à quelle heure? Donc, on verra comment Archelios permet d'automatiser ces laborieux calculs, sinon il faudrait les faire heure par heure, 335 fois, donc ça fait beaucoup de calculs. Donc l'idée, c'est de raccrocher des nouveaux consommateurs. Sur les parkings publics, on va beaucoup parler d'IRVE, de bornes, un petit peu d'éclairage, mais ça reste des petits consommateurs en termes de watts. Voilà. OK, et on va voir, comment ça se répartit aussi sur les notions de AC et DC. Bien sûr, c'est assez dimensionnant et c'est votre spécialité. C'est ça. Alors là, on est vraiment dans l'échelon numéro 2. Vous avez bien compris qu'il fallait mieux rentabiliser ou utiliser la production solaire, la rendre collective ou pas, ou l'améliorer individuellement. Après, ça part d'un constat qui est récurrent et qui est connu, hein, il est pas fâcheux pour autant, c'est qu'on va multiplier les conversions entre courant continu, repasser par l'alternative pour redistribuer des usagers en courant continu, que ce soit un véhicule ou de l'éclairage. Voilà. Donc, on va produire en DC, bien entendu. On va transporter un petit bout en DC, mais on va repasser en AC. C'est un schéma qui est très traditionnel. Et on va reconsommer en DC. On va reconsommer en DC pour les véhicules, on va reconsommer en DC pour les LED, chose qu'on n'avait pas à l'époque, bien sûr, mais on ne parlait pas d'ombrière autant, autant, que, autant que maintenant, lorsque la LED a commencé à se démocratiser, on va dire, il y a vers les années 2015-2016 à peu près. Donc, on multiplie les conversions, on multiplie les pertes, on multiplie aussi les longueurs de réseau, il ne faut pas les oublier, on multiplie les coûts. Et donc, c'est vrai que en France, on en est peut-être à un balbutiement ou peut-être au titre de l'expérience, mais on va chercher à, sans être non plus sur le réseau autonome, c'est vraiment autre chose, mais on pousse quand même à faire des petits îlots. Euh, le courant continu est très difficilement intégrable dans les réglementations, dans les normes aujourd'hui, bien sûr. Le matériel aussi, hein, qui n'est pas peut-être encore standardisé à 100%, mais on verra un petit peu plus tard qu'il y a des fabricants qui ont développé ne serait-ce que des pieds d'ombrière qui intègrent le DC, le stockage et la borne. Voilà, donc ça, on le verra un petit peu plus tard, mais on est sur un petit îlot courant continu. Donc, le faire à la main, c'est très compliqué aussi, mais c'est vraiment une brique numéro 2 du raisonnement d'aujourd'hui. Là, on va utiliser ElecCalc, logiciel de calcul électrique, avec le petit module courant continu qui va jusqu'à 1500 volts courant continu, ce qui est quand même la frontière entre BT et HTA courant continu. Et du coup, on va essayer de fédérer tout en boucle DC. Ça a déjà été fait en France, hein, bien sûr, on n'est pas des pionniers dans le sujet. Ça s'est fait en toiture de bâtiment
redistribution DC sur un étage, des consommateurs finaux en DC, on a des prises de courant, on a du PoE, Power on Ethernet aussi, hein, sur de la très, très basse tension courant continu. Le faire en infrastructure extérieure, c'est un peu une autre paire de manches, parce qu'on va se confronter aussi à différents niveaux de tension. On va osciller entre du 48 volts pour les LED, 60 volts, très basse tension courant continu. On va pouvoir monter jusqu'à 350 volts, qui est le frère jumeau du 230 volts courant continu. On le verra un petit peu plus tard. Donc, deuxième brique de la réflexion d'aujourd'hui, c'est faire des boucles d'essai. Il s'en est déjà fait en France à titre expérimental. Et il y a une fédération qui existe, une harmonisation européenne pour un système global. Dans mon graphique, on parle de production d'essai jusqu'à la consommation d'essai. On verra qu'aujourd'hui, il y a des systèmes globaux qui émergent pour tout faire en courant continu aussi. Voilà. OK. Mais ça, c'est le constat, enfin les constats. Alors, dans le concret, dans vos projets que vous avez fait, chez Sarez, il y a quelques principes, qu'il faut garder en tête et pour comprendre un peu la solution que vous apportez. C'est ça. Alors, en France, c'est même une harmonisation beaucoup plus large que la France, mais un rappel assez élémentaire, on va trouver trois domaines de tension principaux qu'on risque de manipuler au quotidien. C'est la TBT, en alternatif et en continu, la très basse tension, la basse tension, qui est vraiment le réseau ultra important pour la distribution publique, par exemple. Puis on va trouver la HTA, haute tension A, qui va être une haute tension qu'on pourra pratiquer dans les postes de quartier ou les postes de transformation. La HTB, on est sur le transport d'énergie. Euh, dans le quotidien, c'est assez rare qu'on croise ça dans les logiciels ou autres. C'est vraiment un domaine à part. Mais TBT, BT et HTA, on n'est pas sur les mêmes frontières, bien sûr, entre AC et DC. Le fameux 50 volts courant alternatif, le frère jumeau, c'est 120 volts courant continu et jusqu'à 1500 volts pour passer en HTA. Grosso modo, aujourd'hui, dans ce qu'on va voir, de 350 volts courant continu, c'est le frère jumeau du 230 volts alternatif, qui est la tension vraiment de référence que tout le monde connaît. Et puis, on va trouver dans les usages finaux, comme je le disais, par exemple, pour des LED, on va trouver aisément de la TBT courant continu, voire même jusqu'à 120 volts courant continu. Donc là, on parle du driver dans la LED, hein, le petit boîtier qui aujourd'hui convertit AC en DC, peut aussi s'alimenter en DC. Mais aujourd'hui, on sait trouver du matériel qui répond à ces catégories de tension en DC. Par contre, tout fédérer au sein d'un système global avec les problématiques de sécurité électrique, puisque le courant continu, c'est une autre philosophie, c'est un autre schéma de distribution. On le verra un petit peu plus tard, on est encore, c'est pas qu'on a du retard, mais on est encore à la marge par rapport à ça. Donc ça, c'est un peu le rappel. Alors, tous ceux qui OK. suivent le webinaire aujourd'hui, qui sont habilités, qui ont eu des formations, connaissent les valeurs par cœur. C'est des impondérables avant de manipuler ça. Et on va vous demander dans les modules et les calques de taper vous-même votre tension courant continu. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir aussi ce qu'on tape. Voilà. Ce qui me fait penser que lors de nos échanges, avant, tu m'avais dit que tu fais partie d'un panel, c'était quel panel? Sur la gestion des normes? Non? Oui, C'était pas oui? oui, alors les normes en France, elles sont essentiellement, voire même exclusivement gérées par l'AFNOR, Association française de normalisation. Derrière chaque norme, il y a une commission. Donc, ce sont des représentants techniques de chaque norme, que ce soit des utilisateurs finaux, que ce soit des installateurs, des bureaux d'études, des organismes de contrôle, l'État, au travers des ministères et autres. Et ces commissions ont pour but de faire vivre les documents, des révisions tous les 5 à 10 ans pour les adapter au goût du jour. Et moi, je fais partie de plusieurs commissions à l'AFNOR, donc pour débattre des documents, les adapter, on répond aux questions, les interprétations, et on est sommé quand même tous les 5 à 10 ans de se dire, au fait, est-ce que notre document est toujours dans le coup? Est-ce qu'on ne va pas le réviser? Alors, il y a une norme qui est très importante en infrastructure extérieure, c'est la C17200. C'est la sœur jumelle de la C1500 que tout le monde connaît pour le bâtiment, les versions infrastructure extérieure. On va trouver la même philosophie. Hein, c'est pas non plus un chamboulement important, mais c'est une norme qui est en refonte. C'est pas qu'elle intègre pas le courant continu ou qu'elle l'intègre. Le courant continu, il existe quand même depuis très très longtemps, mais ça nécessiterait aussi des adaptations de ces documents
D'où l'idée de faire aussi de la perspective pour se dire, bah, tiens, les documents parlent déjà de ça, mais ne prévoient pas de systèmes globaux. Parce que ce qu'on aime bien quand on est installateur, bureau d'études ou collectivité, c'est de se dire comment on fait de A à Z et qu'on n'ait pas trop de tricot à faire au milieu pour se dire, bah, tiens, je suis pas sûr de moi, etc. Donc c'est vrai que le but d'une norme aussi, c'est de prévoir tout ce qu'on fait de A à Z, comment on installe le matériel. Donc on est en train aussi de voir ça, notamment pour les protections électriques. C'est d'autres protections. J'ai une slide après sur le courant continu et le matériel pour l'instant, il existe, mais il est trop marginal pour être adapté encore dans ces usages-là. Mais il évoluera très rapidement. Bon, on verra ça dans un instant. Du coup, si tu tiens, ce rôle-là, c'est que tu maîtrises, bien l'ensemble de l'architecture des domaines, de l'électrique, donc c'est parfait. Alors, dans un projet, il y a plusieurs éléments et Oui, justement sur l'ensemble de l'architecture, il y a des normes qui changent, le matériel qui change. c'est ça. Voilà, comment est-ce que ça reste gère ça aujourd'hui, en Oui. se servant des outils, de Trace Software? Alors, dans Trace, on va avoir deux univers. On va pouvoir dimensionner le système PV avec Arc Helios Pro. Donc, comme on le disait, Carl en introduction, logiciel extrêmement connu, ergonomie full web. On a plusieurs cliquets, bien sûr, hein, dans les niveaux de licence et autres. Mais ici, on va dimensionner le système PV. Énormément de tutoriels sur Internet, des démonstrations, des webinaires qui ont eu lieu et qui auront lieu tout au long de la vie du projet. Bref, on dimensionne notre gisement solaire, les marques, les modèles de panneaux, le nombre d'onduleurs, les chaînes, etc. On obtient les pertes, mais bref, on a un gisement, un nombre de kilowatts à installer, kilowatts crête, etc. On a notre source PV. Tout ce qui va se passer en aval de cette source, ici, ce n'est pas un graphique qui vient de chez moi, c'est un graphique qui vient d'une fondation qui s'appelle CurrentOS, qui est très connue chez ceux qui font déjà du courant continu. Eux, ils visent à intégrer des parties prenantes, notamment des fabricants de matériel, pour dire, ben tiens, si vous voulez faire demain une boucle à courant continu de A à Z, voilà les matériels référencés et comment on fait de A à Z, en passant par les différentes tensions, les protections électriques à mettre au niveau intermédiaire. Ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'on a tout en un coup d'œil. On a la source PV, on est en DC-DC derrière, bien sûr. À côté, on a une batterie, c'est le symbole d'une batterie qui va pouvoir se dimensionner donc avec ELEC Calc. On a un petit module supplémentaire qui s'appelle le courant continu, puisque c'est une source à courant continu. Il va falloir rentrer des caractéristiques sur cette source-là, combien de kilowattheures, combien de tension derrière, à partir d'un redresseur, comment on va distribuer. Et puis ce qui est intéressant, c'est DCBus, donc l'équivalent d'une architecture courant alternatif, mais version courant continu, avec des consommateurs finaux qui sont en bas, qui peuvent être des récepteurs génériques, mais surtout les deux de droite sont très intéressants puisqu'on va trouver des LED qui s'alimentent à courant continu et on va trouver des IRVE où l'usager final, le véhicule, est à courant continu. En bas à droite, c'est pour montrer aussi la capacité qu'on a à dimensionner l'éclairage d'un parking, qu'il soit sur candélabre ou demain sous ombrière. Une LED reste une LED, donc on va baisser les hauteurs, bien sûr, mais ça nécessite de revoir un petit peu tout ça. Mais grâce à la suite Archelios et aussi ElecCalc, on peut dimensionner de A à Z notre système, choisir le matériel. Il y aura plus de matériel demain, bien sûr. Indiquer les caractéristiques. On a les alertes qui sont très importantes. Problème de protection contre les courts-circuits, problème de longueur de réseau, parce que c'est un sujet en courant continu. Il gère aussi les différents schémas de distribution courant continu, le module DC. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on ne parle pas de TT. Pour les praticiens, c'est le schéma historique de distribution avec des masses métalliques à la terre de leur côté. Là, on parle plutôt de TN. Donc c'est vraiment autre chose qui n'est pas dans les usages. Mais on peut s'en sortir. Et puis à gauche, quand même, on n'oublie pas l'AC avec une injection de secours, une alimentation de secours qui est toujours gérée. Donc on a aussi du multisource dans ElecCalc. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on configure le gisement PV, ensuite on passe à l'étape électrique, on a du multisource et on peut tout faire avec ce module d'essai qui est bien sûr en supplément d'ElecCalc, mais qui permet quand même de gérer tout jusqu'à 1500 volts courant continu. Super, OK, je j'avance un peu la présentation. Du coup, tout à l'heure, on avait parlé du constat du problème, où on change entre les architectures AC, enfin Oui, DC, AC, DC. C'est pas très oui, pratique. Aujourd'hui, le matériel existe pour rester, en DC. Il bien va y sûr. avoir, Ouais. comme tu as dit, plus de matériel par la suite. Heu, mais là,
cette image, je pense que ça montre, plutôt bien comment on va rester dans une architecture d'essai, hem, avant de partir en AC. C'est ça. C'était le constat fait par Schneider qui est cité lors d'un meeting justement de la Fondation Courant Continu. Le cas de l'ombrière avec le véhicule électrique et les LED qui sont aussi mentionnés, c'est un peu la synthèse de tout ce que j'ai dit. On a que des consommateurs à courant continu. On voit quand même qu'en haut, en AC, on multiplie aussi les allers-retours, ce qu'on va produire en DC, on va convertir, on va retourner à un tableau AC et on va revenir en arrière en AC et on va reconvertir à nouveau. C'est vrai qu'électriquement, pour les plus fins Très d'entre logique. nous, ça fait beaucoup d'allers-retours, ça fait plus de longueur, une infrastructure un peu plus importante. Donc, le stockage s'y prête bien. C'est vrai que ça fait la bonne interface. Donc, il va falloir aussi être capable, c'est une brique supplémentaire encore, de gérer, de moduler les consommateurs avec des systèmes de surveillance et de monitoring aussi de stockage qui existent déjà. Qui existent déjà, on les possède, on les manipule, on les dimensionne au quotidien. Mais la synthèse de Schneider, je la trouvais extrêmement pertinente aussi. Ça reprend tout ce que j'ai dit. Une bonne indication, merci. On va avancer parce que je vois que le temps avance, plus vite que Désolé. d'habitude même. On s'amuse et le temps passe vite. Alors la boucle 100 courant continu, comme indiqué, Oui, par quelques symboles dans, Elec Calc, oui. qu'est-ce qu'on voit ici? Et ben, en fait, on a la même ergonomie qu'ElecCalc, qui est très utilisée, ce qui est historique aussi. On a simplement des nouvelles sources. On appelle ça des sources. Vous reconnaissez des transformateurs et autres. Et ben, on a 3 sources supplémentaires, batterie, redresseur avec batterie. Donc, on va volontiers s'en servir. Ça va être un peu le début de notre système. Et puis, comme je le disais à droite, alors c'est très technique, mais le module courant continu va gérer aussi ce qu'on appelle la distribution en schéma TN, TNC ou TNS. Donc là, on rentre un peu dans la technique. C'est le schéma global de protection électrique. On parle plus de neutre et phase. En courant continu, on va parler de plus et moins. Donc L plus et L moins, line plus et line moins. Et puis le schéma TNS, qui est celui qui est promu en Europe et qui, a priori, devrait être retenu aussi dans la massification française. On reconnaît une batterie, on a un conducteur de terre commun, et puis on a des masses métalliques ou des Mmh, récepteurs finaux, un peu importe lesquels. Et donc, c'est cette référence qui est retenue aussi dans les calques module courant continu pour faire sa distribution. Voilà. Il va nécessiter ce schéma aussi de respecter des sections minimales qui vont être entre 10 et 16 hein, carrés. Ça va dépendre un peu des usages. En IRVE, on fait déjà plus en alternatif. Donc, le module courant continu en synthèse va tout gérer. Bien sûr, les calculs de chute de tension et les longueurs protégées contre les court-circuits. super. Là aussi, bon, on l'a déjà dit, hein, mais dans l'harmonisation générale du niveau européen et avec CurrentOS, hein, l'association des fabricants, le 350 volts courant continu, c'est le assimilé aux frères jumeaux du 230 volts alternatif. Il faudra quand même une certaine tension en courant continu, c'est pas un mythe. On va pouvoir non plus tout gérer en courant continu, donc on va élever la tension de distribution, bien sûr. 48 volts courant continu, on est sur des récepteurs classiques. USB-C, bon, on est plutôt dans le bâtiment. L'éclairage, bien sûr, qui est important sous mes fameuses ombrières. De 350 à 700, on va être sur le frère jumeau du 400 volts alternatif. Là aussi, on va pouvoir commencer à en parler, bien sûr, sur des IRVE qui vont être en triphasé, donc à partir de 11 kg et au-delà, ce que Archelios intègre. Mais on est dans des domaines beaucoup plus complexes, mais on a quand même notre architecture de tension qui est normalisée et que reconnaît le module courant continu de ELEC. OK. Du coup, on va jeter un coup d'œil sur, le projet dans Archelios. Ouais, Du coup, tu m'as partagé ce très beau projet, qui a été, modélisé sur SketchUp. c'est ça. Donc, c'est l'origine du projet. Ouais. C'était basé sur Lyon, si je ne me trompe pas? On est en banlieue de Lyon. On est sur Mmh. parking public d'un site. Modélisé sur SketchUp, ça veut dire quoi? C'est qu'on a utilisé le module Archelios dans SketchUp qui nous permet d'appeler l'environnement 3 dimensions, qui nous permet d'amener des panneaux, de faire les inclinaisons, de gérer pas mal d'éléments. Et on a pu dessiner notre gisement au travers du plugin SketchUp.
La petite aparté, c'est que cette modélisation SketchUp peut s'exporter en 3 dimensions, donc sous un format KMZ, et ensuite on la connecte à Archelios. Voilà. Là, vous le connaissez, les usagers le savent, donc environnement 3D. Là, c'est une modélisation très simple, là, parce qu'on n'a pas les pieds d'ombrière, bien sûr. On s'intéresse vraiment au gisement purement photovoltaïque. On va retrouver les chaînes, les onduleurs. On n'est pas dans la justesse technique d'un projet photovoltaïque. C'est plutôt pour vous montrer les usages après coup, comment on va raccrocher des consommateurs. On va trouver des groupes de panneaux. Jusque-là, on est vraiment dans la modélisation classique qu'offre Archelios Pro avec l'environnement 3D. On n'a pas de masque, très très peu de masques. Donc là, c'est plutôt aussi un coup de chance. Voilà, Un coup de chance. c'est ça. Je suppose que selon le parking que vous recevez, à étudier, bah, on ne Oui, choisit pas les bâtiments autour, c'est oui, sûr. et puis même tout ce qui est arbres, etc. Donc, Archelios, enfin le plugin 3D les reconnaît, mais rien de tel qu'un revêt assez fin en site à ce niveau-là pour aller les repérer. Voilà, Oui. En effet, on voit bien les masques, qui ne touchent pas trop, tout à fait. la vue factor. C'est notre OK. masque proche. Dans ce projet, du coup, il y avait, une vue qu'on a visitée tout à l'heure avant de démarrer. Tu m'as montré une fonctionnalité dans SketchUp, un moyen d'exporter, cette vue-là Oui. dans Google Earth Pro et quel était l'intérêt, d'exporter Alors, ça depuis SketchUp vers, Google Earth? plusieurs intérêts. On exporte depuis SketchUp en KMZ, donc c'est le format qui est intégrable sous Google Earth. Le Google Earth en tant que tel est avec le relief. C'est souvent un phénomène qu'on peut rencontrer aux abords des grandes villes. Ça permet au client de mettre en perspective la modélisation dans son environnement et de gérer, sans aller dans la finesse, attention, ce qu'on appelle les insertions dans l'environnement, qui sont souvent connues des praticiens qui font des déclarations préalables ou autres. Ça ne remplace pas des coupes, des schémas détaillés, bien sûr, mais c'est une première idée de l'insertion dans l'environnement et ça peut être aisément consultable en guise aussi pour quelqu'un qui est non initié, pour simplement s'imprégner du site dans son environnement Google. Voilà, OK, super, bah, c'est bon à savoir donc c'est un moyen assez facile, de répondre à une partie des démarches administratives. qu'une partie. Qu'une partie. Ah, les démarches, c'est long quand même. C'est OK, ça. du coup, on a toute, l'analyse de production qu'on voit dans Akelios avec, le P50, le Oui, P90. oui, oui. Donc ça a aidé pour le financement, du projet, je suppose? Là, on est sur une hypothèse, mais Oui, oui, oui. Alors, dans le cadre de ce projet où j'avais expliqué que la simulation de stockage est effective, on a des PR qui sont très connus chez mmh les spécialistes, ne sont pas forcément idéaux, mais on n'est pas encore dans cet objectif-là aujourd'hui. On va retrouver les graphiques de production, l'écrétage éventuel et autres, hein, mh. des éléments qui sont classiques dans Archelios, peu importe ce qu'on fait, le logiciel le gère. On peut commencer à modéliser directement dans le logiciel, mais c'est des choses lambda, on va dire. Évoluer, Et mais c'est la base. c'est Voilà. ça et tu avais mis un bridage statique aussi de la production. Ça, c'est super, un très joli projet. Donc là, dans, la Oui, partie, consommation, on oui, voit bien qu'il y a 3 lignes ici, correspondant aux consommations que tu as ajoutées au projet. oui. Donc, on va Un, voir ça un, dans un instant, mais, explique-nous, pourquoi il y a ces consommations? On a parlé, d'effacement tout à l'heure. oui. Alors, la première ligne, c'est le nom du bâtiment et on retrouve un code à rallonge derrière avec une quinzaine de caractères, ce qu'on appelle le PRM du bâtiment. C'est sa référence unique d'acheminement électrique. Ça, Archelios le gère très bien. On tape le numéro du PRM et on est connecté au bâtiment. Voilà. On est connecté sur la réalité de sa consommation les mois antérieurs. Donc, ça permet déjà au logiciel de pouvoir calculer l'équilibre entre l'autoconsommation individuelle. Imaginons qu'on n'ait que le bâtiment. Il connaît le Mmh. rythme de la production. Alors là aussi, le petit conseil, c'est quand on intègre un compteur, il se peut que ce soit pas régulier. Moi, j'hésite pas à demander à mes clients, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, on a été fermé pour travaux, etc. Puisque dans la modélisation des 12 mois en arrière, il peut y avoir des problèmes parfois, fermeture d'un site notamment, qui peut un petit peu biaiser le calcul. Donc, on peut aussi Oui, donc il geler, y a une importance, sur la qualité des données, c'est ça? bien sûr, mais Mmh. qualité des données, on est connecté au compteur, mais le site en tant que tel peut avoir des événements classiques. Voilà. Il faut En tout dessous, on a comprendre. deux lignes.
une ligne véhicule électrique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les véhicules électriques, tu pourrais, par exemple, Karl, cliquer sur ajouter un appareil. Voilà, on va visiter ça. Voilà. Et donc, alors ça fait déjà un moment, je pense que vous le savez, mais on peut intégrer des IRVE dans Archelios. Ce qui est très bien, c'est qu'il gère les horaires. Alors, c'est pas bête parce que quand vous êtes sur un site privé, une entreprise ou un parking fermé de collectivité, on va être contingenté en termes d'horaires. C'est pas comme à la maison. Donc ça, Archelios le gère très bien. On va renseigner le kilométrage annuel de l'usager. Donc là, c'est très pertinent. C'est des choses qu'on connaît. Capacité de la batterie. Quand on est usager de VE, véhicule électrique, on connaît sa batterie. La puissance de charge. Donc indirectement, ça va être la puissance de la borne qu'on va installer avec les grands paliers, 3,7 kg, 7,4 kg et un peu plus. Puis la consommation du véhicule en wattheures par kilomètre, on la connaît, ou alors l'autonomie. Voilà, notion qui peut fluctuer bien sûr suivant les profils du conducteur, mais on Mmh. intègre aisément une IRVE comme ça par la définition de son profil avec des horaires. C'est ça, Donc là, qu'on c'est peut retrouver accessoirement par le bouton juste au-dessus. tout à fait, Il y a tout à ouais, fait. tout le Avec du, catalogue, de c'est tous les ça, véhicules avec leurs informations. tout à fait. Donc on va trouver des éléments, puis avec des horaires. Les horaires, c'est hyper important puisque on va chercher toujours à s'interfacer avec les horaires production, qui bien sûr sont majoritairement sur le jour, voire même exclusivement. Donc on va C'est ça. intégrer par exemple ici 7 véhicules électriques, c'est un exemple fictif à partir de là, 7 véhicules électriques avec des puissances et une consommation totale. C'est linéaire, c'est pas irréaliste. On n'est jamais dans la finesse de un jour il va y avoir un événement ou pas, mais tous les jours le véhicule ne recharge pas le même nombre d'heures, bien entendu, mais on part sur l'hypothèse d'un conducteur très régulier aussi. Il faut bien que le logiciel ait une référence. On va pouvoir quand même, comme tu l'avais fait tout à l'heure, éditer le profil. Oui, Parce que on peut dire que c'est fermé l'été. Donc, on va pouvoir quand même dimensionner aussi les choses de manière assez intéressante, mais on peut affiner. Voilà. Au début, on part d'un quelqu'un qui recharge de manière très régulière, mais on peut un petit peu contourner tout ça. Vous avez une ligne éclairage incandescent. Ne rigolez pas, c'est pas des lumières incandescentes. C'est un profil type éclairage. Alors, il y a encore mieux, c'est qu'on peut amener un profil d'abonné éclairage public aussi. Hein, donc quelqu'un qui va consommer que la nuit, là j'ai dû peut-être décaler un petit peu le profil, bien sûr, pour l'éclairage, mais sinon on peut amener un abonné typique. Ça, c'est la grande nouveauté. Donc, je sais qu'il y a un webinaire Archéo, je crois, le 10 juillet, si je dis pas de bêtises. c'est Donc, ça. Donc, en début du mois de juillet, on va présenter toutes les nouvelles fonctionnalités dans ça, l'ensemble. Mais en effet, on va avoir, une petite avant-première ici, c'est ça, parce que Maxime, bah, tu nous fais le plaisir de nous montrer, ton projet avec cette fonctionnalité c'est qui ça. profite de coûts de stockage, Oui. et Alors, les réglages, là aussi, il fallait être déjà connaisseur. On a volontairement masqué cette étape, c'est pas le but, mais il faut choisir sa marque et son modèle de panneau. Dans Archelios, idem pour les onduleurs. Ici, il va falloir aller dans les catalogues de batteries, batteries physiques bien sûr. On va avoir le module dimensionner les batteries, qui est extrêmement intéressant puisque toute, euh, toute la problématique du stockage, elle est aussi d'en trouver le point milieu. On ne peut pas sous-stocker, on ne va pas surstocker parce que ça n'a pas forcément de sens. Mais si on clique sur dimensionner les batteries, Karl, on a l'aide à la définition de l'autonomie maximale que l'on souhaite. Et c'est ça va ça, être finalement un des critères hyper importants quand on parle de stockage, parce que ça peut nous amener parfois à des choses déraisonnées. Il ne faut pas non plus être trop gourmand par rapport à ça. Donc le logiciel va aussi épauler marque et modèle. On a les profondeurs de décharge, on a les conversions de rendement. On a quand même pas mal de caractéristiques sur le stockage. C'est très nouveau, donc même moi, j'ai pas pu l'explorer en long, en large et en travers, mais il va nous donner une capacité maximale de stockage. Puis on va avoir ensuite les mêmes graphiques que vous connaissez. On a le stockage virtuel aussi. Dans le cadre du présent projet, on ne va pas parler de stockage virtuel, mais ça a du sens sur des plus petits projets. Voilà. Archegos connaît cette notion-là aussi. Il va nous donner notre nombre de kilowattheures. Et puis ensuite, on peut simuler son abonnement. voilà. Les Donc, mêmes si graphiques, je peux donc, Maxime, je présenterai, un petit moment tout ce qu'on voit dans l'interface ici, parce qu'en effet, on a repris pas mal de choses avec cette dernière release. On retrouve toujours le même format, donc avec le tableau, avec, un suivi heure par heure de tout ce qui se passe dans l'installation entre la production, le stockage, les surplus, le besoin du consommateur qu'on peut afficher ou décocher.
qu'on va voir dans le graphique à droite avec la légende en haut. Oui, Là, par défaut, il affiche l'ensemble de l'année, ouais, donc de janvier 1 jusqu'à fin décembre. Il y a les résultats annuels avec le taux d'autoproduction et taux d'autoconsommation, en termes du pourcentage de la production autoconsommée et le besoin et pourcentage de la production autoconsommée et la production totale. Donc ça nous aide à comprendre, quels sont nos taux de couverture. Hem, le c'est nombre ça. d'heures d'autonomie sensolées, les pertes, donc ça, c'est une forme d'écrêtage, à la batterie. En gros, est-ce que la batterie peut recevoir tout ce qui est envoyé? Oui ou non? Sinon, bah, c'est écrété à l'entrée et à la sortie. Après, de nouveaux graphiques, donc les 2 premiers existaient déjà, mais les Oui, nouveaux graphiques sur le nombre de cycles des batteries cumulés, le rendement du stockage et la dégradation, sur le long terme de la batterie. Donc ça nous aide à calculer automatiquement, la dégradation et donc, à quel moment il faut remplacer les batteries. Donc ça, c'est très, très important, pour, répondre, à une performance, définie dans les réglages plus hauts. oui, Donc, c'est là la fin de vie, de la batterie. Au moment où on atteint, bah, ce pourcentage, on remplace la batterie et on sait qu'il y a ces coûts à prévoir. c'est Voilà, ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut cocher et décocher à gauche et la légende et le graphique s'incrémentent automatiquement, puis on peut zoomer sur des jours en particulier. Donc, ici, on est sur l'exemple du 21 juin. On est sur un jour extrêmement ensoleillé et on va se retrouver avec une production extrêmement importante qui va être nécessairement au-dessus des besoins je, de manière assez logique. Donc, on va se retrouver avec une forme de surplus. Le mot est peut-être pas tout à fait exact, mais on va se retrouver avec un excédent. Voilà, un excédent qui va pouvoir tout ou partie être bien sûr autoconsommé en temps réel ou restocké. Hein, donc ça va augmenter le taux d'autoconsommation individuelle. C'est très important le taux d'autoconsommation. On va pouvoir le pousser extrêmement loin. Ici, j'ai pas forcément, vu que le module est sorti il n'y a pas longtemps, pu aller dans la finesse et l'ajustement de la chose. Et puis, le tout lissé avec un jour extrême, avec très peu d'ensoleillement. On va voir un petit peu le comportement inverse, par exemple sur un 21 décembre. Et puis à l'inverse, on va se retrouver avec une production qui va être inférieure aux besoins. Donc, on dégagera aucun surplus. C'est la batterie, bien sûr, qui va prendre un petit peu le relais. Donc, le tout à l'année, on va dimensionner le système sans rentrer forcément dans tous les détails possibles. Mais on va se retrouver avec globalement le chiffrage de notre stockage idéal, ni trop petit, ni non plus excessif, bien entendu, parce qu'il y a une c'est notion de ça. place physique, il y a une notion de, oui, de place physique et de coût qui est indéniable, bien sûr. Donc, le logiciel va quand même aider à se positionner par rapport à ça. Ça nécessitera d'avoir une analyse assez logique en se disant, bah, tiens, sur les jours les plus extrêmes, ce qui va être très, très, très important pour moi, hein, quand on va commencer à parler de stockage, je pense qu'on va en parler de plus en plus, c'est d'affiner les profils horaires. C'est d'affiner les profils horaires parce que l'éclairage, encore une fois, il est vraiment mineur, très faible consommateur. On va affiner les profils sur les week-ends, on va affiner les profils sur pourquoi pas sur les congés, sur les mois d'été, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on, grâce à Archelios, on peut travailler tous les bâtons et faire quand même quelque chose de beaucoup plus réaliste. On peut faire aussi du linéaire à l'année, mais je dissuade un petit peu par rapport à ce qu'on va pouvoir greffer sous l'ombrière parce qu'on peut se retrouver parfois avec des choses excessives, à mon avis. Voilà, ça va pouvoir Donc aider. là, Oui, pardon, j'allais couper, échanger et avancer le sujet. Je vois que le temps avance. Excusez-moi. Du coup, on avait montré un peu les profils de consommation à l'horaire, au début et effectivement, on avait un petit graphique ici pour expliquer ce qui se passe. En gros, comme tu as dit, Maxime, il faut vraiment veiller à la consommation, par heure et là, quand on voit, chaque profil qu'on a dans le tableau à gauche, on voit qu'on a l'éclairage public la nuit, bien le sûr. recharge, des bornes IRVE, en Oui, milieu de journée, c'est de ça. la journée et ça, c'est très important dans le dimensionnement de Oui, l'installation, et du stockage. oui. Tout usager de véhicules électriques le sait. Plus on va se recharger sur le domaine public ou sur de la charge rapide, plus le coût du kilowattheure est cher, ce qui est tout à fait logique. Là où on sera le moins cher, c'est déjà naturellement
sur une borne connectée dans un bâtiment. C'est vrai qu'on va être sur une électricité à coût normal, on va dire. Mais si en plus Mmh. elle est passée au travers de la production photovoltaïque, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est quelques zooms. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est des jours zoomés, 21 décembre, sur la manière de présenter du logiciel, ce qu'on a vu juste avant, sur comment il interface justement les courbes d'autoconsommation, de surplus de production ou d'excédent. Je sais que les termes sont assez importants, de potentiel déficit, perdu, et puis charge de batterie ou taux de décharge de la batterie. Donc là, on voit que entre la partie autoconsommée et la production, on a un petit delta, pouf, qui est réintégré dans la charge de la batterie. Archelios connaît la capacité de la batterie, l'enchaînement jour par jour, donc c'est pour ça qu'il peut calculer bien sûr des taux de décharge de batterie moyens, etc. OK. Et du coup, le contraire l'été parce qu'on a beaucoup plus de production. Bien Mmh. sûr. On a une batterie qui va très peu bouger, tout simplement, qui va un petit peu se recharger en début de production. Bien sûr, on a une production qui est largement supérieure aux besoins. On a la partie autoconsommation qui est bien calculée. C'est intéressant parce on a la double échelle aussi en kilos et en pourcents. Donc, ça aide vraiment à faire du relatif ou de la valeur nominale. Mmh. Le gel-dégel des courbes est super intéressant et c'est vrai que ça permet d'aider à comprendre aussi ce qu'il en est. Voilà. C'est ça 21 et juin, juste, 21 décembre, c'est pas des jours pris au hasard, bien sûr, hein, mais oui, bah, on montrait les 2 extrêmes, c'est pour ça. oui. Oui, Attention, ça dans la dépend. logique En France vas-y. métropolitaine, oui, mais pas ailleurs. Ouais, Voilà. c'est ça. Pour l'anecdote, dans le tableau, qu'on voit toujours en haut à gauche, Oui, on suit la logique de qu'est-ce qui se passe avec, l'électricité, donc de la production. Est-ce que ça répond aux besoins ou quels sont les besoins? Qu'est-ce qu'on va autoconsommer? Est-ce qu'il y a un surplus, donc après l'autoconsommation, ou bien un déficit? Et après ça, bah, qu'est-ce qui va être chargé dans les batteries et ensuite déchargé? Donc on suit vraiment ce sens, logique de qu'est-ce qui se passe avec l'électricité. c'est ça. On parlait tout à l'heure des installations, Ouais, 100% DC et je oui, vois quelques questions, qu'on a reçues pendant, le webinaire. bien sûr. Exemple très simple, une ombrière autonome. Bon, le mot est peut-être pas forcément juste, mais dans l'idée, on est bien sûr en production courant continu, on est en full courant continu avec du stockage que vous voyez sur la gauche et on a la borne qui est intégrée, qui est un petit peu, c'est une vue éclatée bien sûr. On a 6 racks de stockage de batterie, hein, ce qui peut se faire couramment, mais là c'est intégré en pied, donc c'est vrai que c'est une excellente mise en perspective de l'univers intra-DC. Il y a des réglettes LED qu'on voit un petit peu sur le fond de l'image qui sont aussi alimentées par le système autonome. C'est un peu la philosophie de tout ce que je vous ai présenté. On peut la décomposer par un logiciel de calcul. Là, c'est un fabricant qui le propose en système intégré. Après, bien sûr, on configure la taille de l'ombrière, etc. Mais on peut aussi, bien sûr, les relier entre elles. Il peut y avoir une injection vers un bâtiment ou autre. Donc, stockage déporté avec quand même un système extrêmement intéressant, le tout intégré en pied d'ombrière. C'est des pratiques un petit peu novatrices, mais qui commencent à s'apercevoir. Le fabricant qui est montré, par exemple, fait partie il a fait des webinaires Current OS, donc la fameuse fédération qui essaye de normaliser l'architecture d'essai complète depuis la production jusqu'au récepteur. Et là, on a l'image parfaite. OK, super et donc, à la fin de toute cette, Ouais, simulation, comment est-ce que, tu f qu'est-ce que tu fais pour le passer dans Elecalc et voir la suite de l'installation? ouais. Bah, dans Elecalc, je connais mon gisement solaire. Je vais configurer mon redresseur avec batterie par rapport au calcul qu'on a vu avant. Donc, je vais retaper les valeurs à la main. C'est le point de départ, c'est ma source. Ça devient ma source un petit peu. Et puis ensuite, on va configurer différents circuits. Donc, le module courant continu connaît des récepteurs génériques qui peuvent être des IRV ou autres. Il connaît des circuits d'éclairage à courant continu. Il connaît le schéma de distribution qu'on a dit, le TNCL, TNS. Bon, j'avais retenu le TNS. Il connaît du matériel à courant continu. Là aussi, quelques limites. C'est pour ça que vous avez un pictogramme sur les enjeux de sécurité. En courant continu, le problème, c'est la coupure d'arc qui est très compliquée. Tout ça par notamment les calculs de courant de court-circuit qu'on peut avoir en amont. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il y a une bibliothèque assez standard, mais les fabricants développent des matériels.
avec des systèmes de coupure d'essai beaucoup plus évolués qui intégreront la bibliothèque courant continu mmh, d'ElecCalc et ensuite on les intégrera. Ils calculent la chute de tension, bien sûr, ils calculent toute l'architecture en aval avec la notion, j'ai voulu la montrer, de plus et de moins, qui est un petit peu différente de neutre et phase telle qu'on peut la connaître. Mais le logiciel parle très très bien le courant continu aussi sur ce module final. La source, c'est la batterie, in fine. Au-dessus, il y a les panneaux, bien sûr, mais c'est la batterie, par exemple. Et ensuite, un système de desserte. Et puis, bon, voilà l'exemple d'un circuit d'éclairage, mais qui est très simple, hein, un circuit d'éclairage sous forme de cascade avec ce qui est intéressant, la longueur entre récepteurs. Il gère aussi mmh. d'autres petites notions qui sont extrêmement intéressantes. Donc, ça reste un circuit simple, hein, bien sûr. C'est un petit peu plus compliqué pour être franc de faire des IRVE parce que c'est des plus gros consommateurs. On va parler de niveau de watts beaucoup plus conséquent, mais la philosophie reste intrinsèquement la même. On aura surtout un départ par borne, ce qui est différent. Mmh, c'est ça. OK, bah, là, on voit bien, du coup, comment ça intègre l'univers, bah, des logiciels Trace, Software, entre Archelius Pro, qu'on a vu, et il y a les calques. Merci, pour cette explication, Maxime. Hem, pour information, nous avons toujours, notre plateforme, collaborative de gestion des projets sur, les calques notamment, un énorme, catalogue de matériel, à Oui. la fois pour, Archelios Pro, Archelios Calc, Elec Calc, tous nos logiciels. On a un service dédié Mm. qui tient ça à jour, les formations sur tous nos logiciels, un support dédié, déjà pour chaque, produit, mais aussi pour chaque langue. Donc, là, n'hésitez pas si vous avez des questions, pour comment, implémenter ces technologies dans votre logiciel que vous utilisez aujourd'hui. Et bah, on a un contact très proche avec nos utilisateurs, comme Maxime, via des suivis qualité, par exemple, pour, bah, comprendre votre besoin, vos demandes d'amélioration, vos soucis, d'utilisation. Et voilà, on est très à l'écoute de nos utilisateurs. Je voulais profiter de ce moment-là pour, répondre aux questions aussi. On en a eu pas mal. Il nous reste pas très longtemps et encore, on est en overtime. Donc, on va se les répartir. Voilà. Est-ce que Archelios se connecte à la borne via OCPP? Donc, je peux répondre à la première question. En fait, on est sur une simulation. Donc, dans ce cas de figure, la borne, elle est hypothétique. Donc, comme on a parlé d'effacement, on a dit que ce bâtiment n'a pas énormément de consommation. Pourtant, on va installer beaucoup de solaire par obligation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser le surplus, de fait de cette grande installation? Bah, on va installer ou proposer d'installer les bornes IRVE, qui ne sont pas encore, existantes, elles ne sont pas sur place. Donc il n'y a pas de connexion, on est vraiment sur une simulation, d'un cas de figure hypothétique. Ça. Donc on Les, est vraiment sur, la phase de conception. lesquelles bornes sont des gros consommateurs, enfin semi-consommateurs ou gros consommateurs, donc elles ont de l'impact aussi elles peuvent avoir vite de l'impact dans le calcul. Mmh, c'est ça. Comment se passe-t-il de la conversion DC à AC/DC? C'était, une question de monsieur Trochon. Les bons de recharge qu'on trouve dans les parkings collectifs fonctionnent en AC. Comment se passe-t-il de la conversion DC à AC/DC? Faut-il des bornes DC spécifiques? Oui, on va être sur des bornes full DC qui existent de par ailleurs, hein. Tous les véhicules électriques intègrent le DC, donc ils intègrent l'AC bien sûr, moyennant des gammes de puissance sur lesquelles ils peuvent aller, cordons adaptés, etc. Après, le modèle du départ de la borne publique qui était volontairement AC, 11 kg, 22 kg, monoprise, double prise. C'est un système, aujourd'hui, on est sur des dualités de bornes AC-DC. On a aussi des bornes intégralement en DC. Donc, même le modèle sur le domaine public, il évolue. On peut même parler de bornes 2 fois 20 DC. Donc, finalement, on constate aussi une migration du modèle. Il faudra de la borne DC, bien sûr, mais on constate de la migration de modèles de bornes, même sur le domaine public. OK. Bah, super, merci pour l'explication. Le pompage, du coup, on a eu la question: «Pouvez-vous nous expliquer la notion de dimensionnement du pompage?» C'est spécifique, le pompage aujourd'hui, et c'est un peu hors sujet pour l'instant. De ce fait, je vous invite à contacter, bah, l'adresse, qu'on a ici, pour qu'on
vous recontacte, pour expliquer ça et savoir, bah, quel est votre besoin là-dessus, hein. Ce sera avec plaisir, d'échanger avec vous. Et il y avait une dernière, 2 nouvelles. Comment pouvons-nous faire pour avoir le logiciel pour un test pratique avant l'achat? Du coup, bah, même réponse. En fait, contactez-nous avec, via le numéro de téléphone ou l'adresse mail, visible sur l'écran actuellement et on va s'organiser pour que vous puissiez tester le logiciel pendant, 2 semaines. Mmh. Pareil pour la dernière question qui était, la même. OK. Maxime, est-ce que tu avais d'autres précisions que tu souhaitais apporter? Et j'en ai 2. Bon, le courant continu, on est plutôt sur une mise en perspective, mais on est sur des sujets déjà faits en France, que ce soit sur de la toiture, étage ou même du parking, hein, notamment, dans le sud-est, il y a quelques sites, qui ont été expérimentés, testés et cetera. Ça aboutira parce que c'est un modèle pour moi, qui est vertueux, qui est sur cette notion un peu d'îlot. C'est un terme qui revient souvent chez les spécialistes, qui est très intéressant. Il y a aussi tous ces nouveaux sujets, de réinjection depuis les véhicules vers le réseau. Donc ça, c'est des sujets aussi qui commencent à se démocratiser un petit peu. Et puis la deuxième chose pour les spécialistes du stockage et de la régulation, il faut savoir que dans le module courant continu, tout ce qui va être BMS et autres, c'est déjà géré. Donc avec un bibliothèque de matériel qui va un petit peu s'étoffer, mais je pense qu'il y aura demain des fonctionnalités sur le pilotage aussi, parce que c'est très important. Il y a déjà des briques, il y a déjà des matériels qui existent, et cetera, mais il y aura des nouvelles références, qui sont en train de se démocratiser, de s'installer. OK. Il y a une autre question qui a été relancée, il a fallu descendre pour la retrouver. Juste avant qu'on termine, quel est l'intérêt de passer en full DC, s'il y a toujours des pertes, de convertisseurs DC? Hem, Est-ce En fait, qu'on minimise les pertes en faisant comme ça? oui, alors on minimise les pertes, on a beaucoup moins de longueur et d'aller-retour. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, on descend en DC, on convertit, on repasse par un tableau BT et on y retourne et on reconvertit. Donc, on a certes des conversions DC-DC, il ne faut pas le nier, bien entendu, mais qui sont beaucoup moindres, beaucoup moins de longueur, une infrastructure simplifiée. On a aussi on peut déjà stocker sur ce modèle actuel, mais on a peut-être un langage avec le stockage qui se passe beaucoup mieux, pardon. Mais tout l'intérêt, et je le vois notamment économique sur les longueurs de câbles et les multiples allers-retours, multiples protections qui peuvent engendrer des défauts électriques et autres. Donc, moins on a de cascades et d'enchaînement de matériel, mieux c'est aussi. OK. Merci Maxime. On va terminer sur ce point, parce qu'on a déjà débordé, Désolé. de presque 15 minutes. Donc, merci Maxime, c'était passionnant comme discours, de voir vos projets. Moi, j'ai Merci. bien apprécié. J'espère que tout le public, l'a aimé aussi. Je remercie, toi Maxime et Sarez, d'avoir partagé ces projets. Je souhaite une bonne journée à tout le monde. Et Maxime, je te laisse, dire au revoir aussi. Merci. Bah, écoutez, merci de m'avoir écouté et de nous avoir écoutés avec Karl. J'ai été un peu long, je suis désolé. Voilà. Mais c'est vrai que, vous l'avez compris, il y a la définition du besoin solaire, qui est aujourd'hui beaucoup plus compliqué qu'à l'époque où on massifiait volontairement. On fait de la dentelle maintenant. Il y a la notion de stockage, donc c'est une brique supplémentaire. Le courant continu, c'est encore une étape supplémentaire. Donc, j'avais beaucoup de choses à dire, j'ai pas tout dit, mais, désolé pour avoir débordé un petit peu. Bon, merci beaucoup. Je souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.